Votre compte en banque peut être totalement gelé en quelques heures, sans décision d'un juge, simplement pour avoir réalisé un virement qui a déplu au pouvoir en place. Ce n'est pas une théorie, c'est exactement ce qu'a exécuté un pays développé et démocratique, auprès de centaines de ses propres citoyens. Leur action, avoir envoyé un don en ligne de quelques euros. Du jour au lendemain, plus d'accès à leur économie, carte bloquée, zéro recours. Cela prouve une chose brutale. Tant que votre argent repose sur le serveur d'une banque, vous n'êtes pas le propriétaire, vous êtes un utilisateur toléré. Aujourd'hui, on découvre le mécanisme qui permet aux banques de bloquer totalement votre compte en un seul clic, et l'outil pour reprendre un contrôle total. C'est ce qu'on décrypte aujourd'hui. En février 2022, le gouvernement canadien a activé la loi sur les mesures d'urgence. En moins de 48 heures, les banques ont gelé plus de 200 comptes bancaires et bloqué 800 millions de dollars de liquidités dans tout le pays, sans aucune décision de justice et sans possibilité de recours immédiat. Leur action ? Avoir simplement envoyé un don en ligne de 20 ou 50 euros pour soutenir des camionneurs en grève qui bloquaient la capitale. Du jour au lendemain, carte de débit rejetée au supermarché, compte d'épargne inaccessible, facture rejetée. Des citoyens ordinaires se sont retrouvés avec des cartes de crédit muettes et un accès refusé à leur propre économie. Non pas pour un crime financier, mais pour avoir exprimé un désaccord politique. Et ne pensez pas que c'est impossible chez nous, c'est inscrit dans la loi française. Regardez l'article 49 de la loi Sapin II, voté pour encadrer le système financier en cas de crise. Le texte autorise le Haut Conseil de stabilité financière à prendre des mesures conservatoires directes. Donc cela permet d'interdire de retirer votre argent, interdire de l'utiliser et interdire de le déplacer pour le mettre à l'abri. Ça concerne directement l'assurance vie, le placement numéro 1 des Français. Concrètement, si le système financier vacille ou menace de s'effondrer, la loi autorise votre intermédiaire, votre banque, à verrouiller la porte de sortie. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est la réalité juridique de la banque traditionnelle. Votre argent n'est pas un stock de billets rangé à votre nom, c'est une simple créance. Et une créance, ça se gèle en un coup de fil. On voit la solution technique tout de suite, pensez à vous abonner si ce genre d'analyse vous plaît. Alors, comment neutraliser ce risque de gel total ? La réponse n'est pas politique, elle est technologique. La seule manière d'annuler ce risque, c'est de passer d'un système de créance, de promesses et de confiance à un système de possession directe. Il s'agit de s'appuyer sur des réseaux d'échange de valeurs guidés par des règles informatiques inviolables. Des registres décentralisés qu'aucun gouvernement, aucune banque et aucun comité ne peut altérer ou mettre en pause. Dans ce modèle, pour qu'une transaction ait lieu, il n'y a pas de tiers de confiance, pas de banque qui valide votre virement derrière un bureau. L'opération est validée par le code et les mathématiques. Si la signature mathématique est correcte, l'opération s'exécute. Zéro intermédiaire, zéro censure et zéro bouton de gel. Cette infrastructure, c'est la blockchain. Et son véritable apport n'est pas la spéculation, mais la création d'une propriété numérique souveraine. Faisons le lien avec ce qui s'est passé au Canada. Si les donateurs avaient utilisé la blockchain plutôt qu'un compte bancaire classique, aucun décret d'urgence, aucun ministre et aucun directeur de banque n'aurait eu le pouvoir technique de bloquer l'envoi ou de geler les soldes. Le code s'exécute sans biais politique. Et avec cette technologie, la loi Sapin II aussi devient tout simplement inefficace, impuissante. L'article 49 peut bien autoriser l'État à bloquer les rachats d'assurance vie ou à restreindre les retraits en cas de crise financière. Il est physiquement impossible d'appliquer un décret d'État sur une clé privée dont vous êtes le seul détenteur. Là où la banque détient la télécommande de votre argent, la blockchain vous redonne la possession exclusive de la clé. Vous ne demandez plus l'autorisation d'accès à votre capital, vous l'exécutez. Si cette manière de réinterroger le système financier vous apporte de la valeur, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche.
C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de décryptage indépendant. Reprendre le contrôle direct de son capital supprime le risque d'intermédiaire, certes. Mais cela déplace à 100% le risque sur l'utilisateur, sur vous. En éliminant la banque, vous devenez votre propre banque, avec tout ce que cela implique. D'abord, il y a le risque humain, la gestion de la clé privée. Si vous perdez votre phrase de récupération ou si vous la stockez sur un support piratable, votre capital est définitivement perdu. Il n'existe aucun bouton mot de passe oublié, aucun guichet et aucun support client pour annuler l'erreur. Ensuite, la vulnérabilité des smart contracts. Même sans risque de gel humain, un protocole autonome reste un programme informatique. Si le code contient une faille de sécurité à un exploit, des acteurs malveillants peuvent voler votre argent en quelques secondes sans que personne ne puisse intervenir. C'est un compromis radical entre la sécurité d'un système centralisé qui peut vous bloquer à tout instant et la responsabilité d'un système décentralisé qui ne vous pardonnera aucune faute. La question n'est donc pas de savoir si le système bancaire est parfait, mais si vous êtes prêt à reprendre le contrôle direct de votre capital. Pour comprendre comment la monnaie traditionnelle a perdu toute garantie physique et pourquoi le système s'emballe, cliquez directement sur cette analyse qui s'affiche à l'écran.